Merci, merci. Alors, je suis à l'Université de l'État de Washington, mais aussi je suis à Sciences Po Paris, au Centre d'études européen. Donc, j'ai une perspective un peu internationale. Et je suis aussi co-coordinatrice de ce groupe qui s'appelle JEP. Tiens, voilà. Merci. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Je trouve que le programme de JEDI, c'est très important à plusieurs niveaux en ce qui concerne l'aspect interdisciplinaire, mais aussi en général pour saisir la complexité des inégalités sociales, politiques, par cette approche interdisciplinaire, pluridisciplinaire, mais aussi transversale, et aussi par la discrimination indirecte. Et je pense que ça va nous apporter beaucoup ça va améliorer notre compréhension des inégalités, des solutions, des problèmes des inégalités, les obstacles et éventuellement, comme j'ai dit, les solutions. Un grand merci à Annie Dussuet pour m'avoir invité. C'est vraiment gentil et je suis très ravie d'être là. Ma présentation va être un peu différente, mais un peu pareille que les autres. D'abord, différent, c'est vraiment, notre groupe, c'est un travail en cours. On n'a pas encore les données à partager avec vous, mais en même temps, je pense que la méthodologie compte. Et je pense et vous allez voir que je vais présenter la méthodologie, le cadre analytique de notre groupe de recherche, et que ça va donner une meilleure, je pense, prise de conscience de ces phénomènes et des réactions gouvernementales si compliquées. Donc c'est un peu différent au niveau que c'est en cours, mais aussi c'est aussi international et comparatif. Mais en même temps, ça se voit que c'est très pareil, parce qu'on parle le même langage de la complexité, de la transversalité, et aussi de faire un travail détaillé, systématique, qui prend beaucoup de temps. Je vais conclure avec l'idée des sciences lentes, slow science. Donc, ce qu'on fait, c'est slow science. Ça prend beaucoup de temps. Alors, aussi, on partage la transversalité. Parce qu'on a une approche transsectorale, mais aussi on a une approche où on veut ouvrir la boîte noire et essayer de comprendre. Et je pense que beaucoup de papiers, beaucoup de présentations aujourd'hui, c'est très riche des détails de la boîte noire, de l'action gouvernementale, des instruments. Surtout dans ce panel cet après-midi, mais aussi l'impact des politiques publiques et comment on saisit ces impacts. C'est très très difficile à travers le temps, comment on saisit ces impacts. Donc j'espère que j'ai des choses à vous offrir et j'attends avec une grande impatience de votre questions et votre commentaire après. Alors je vais aborder la présentation. D'abord, si vous avez des questions ou vous voulez les matériels que j'ai cités, les articles, n'hésitez pas de me contacter. Voilà mon courriel. Et aussi, on a un site web sur JEP, donc je voulais vous avertir. Alors, 4 parties. Je suis désolée, ça va pas être une bonne présentation française en 3 parties, mais quand même, c'est 4 parties. Désolée. Question de recherche du groupe, contexte du projet JEP, groupe approche JEP et puis le cadre analytique. Alors, question de recherche de base, c'est est-ce que ces politiques publiques qui ont ciblé directement égalité hommes-femmes, est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou non? Et c'est dans les pays occidentaux démocratiques.
Et ça, c'est très important déjà comme une décision méthodologique parce qu'on peut contrôler pour les similitudes politiques, économiques, sociales, de base entre les pays démocratiques, disons post-industriels. En même temps, on voit des différences culturelles. Et différences institutionnelles. Donc, il y a des différences et des similitudes. Et je pense, surtout en ce qui concerne l'égalité homme-femme et la politique publique, il faut regarder les systèmes similaires d'abord avant de se lancer dans une analyse à travers les différentes régions du monde. Deuxièmement, c'est pas seulement descriptif, on veut avoir le comment, mais aussi s'il n'y a pas eu d'impact, s'il n'y a pas eu des effets, pourquoi? Et s'il y a eu, pourquoi pas? Et pourquoi? Donc, il y a des explications et ça nous renvoie à une approche de laboratoire un peu, de quasi-expérimentale en ce qui concerne la sélection des choix et les choses qu'on peut isoler en termes, une fois qu'on arrive au résultat. Voilà, désolé que c'est anglais, mais c'est très simple, c'est une question de la démocratie. Si les démocraties répondent ou non aux demandes des droits des femmes, d'égalité, il faut que il soit une expansion de la démocratie. Donc, à deux niveaux. Un, il faut traiter les demandes, il faut traiter les questions d'égalité hommes-femmes. Dans le débat, dans le contenu, dans l'usage, dans les référentiels, pour représenter les groupes exclus, mais aussi pour faire participer ces acteurs. Faire participer. Donc là, on voit ça comme une question de si la démocratie a avancé ou non. Alors, le contexte du projet GEP, ça vient de mes propres recherches, bien sûr. Mais un peu pour raconter les histoires. C'est très proche à mon cœur. C'est proche de mon identité comme analyste, comme politiste. Et c'est un peu mon trajectoire. Mais j'avais commencé à étudier la politique d'égalité professionnelle en France. Et j'avais repéré 3 lois, c'était en 95. J'avais fait une approche très proche à ce que beaucoup de vous faites dans la salle. J'ai fait process tracing et puis j'ai interviewé 89 acteurs et j'ai trouvé que il y avait beaucoup de belles lois, comme vous connaissez bien, la réforme symbolique, beaucoup de belles lois et beaucoup de problèmes à mise en place ces lois. Une actrice m'a dit l'égalité professionnelle, c'est un principe dans lequel personne croit vraiment, mais on aime bien parler. Donc déjà j'avais ça, donc déjà je voulais savoir pourquoi il y a, mais aussi comment est-ce qu'on peut juger est-ce que c'était une réussite ou non. Est-ce que c'était un échec? Et puis, ça m'a mené à mon livre de 2002 où je me suis dit, écoutez, il y a beaucoup de travail déjà sur ces sujets. Et il y a beaucoup de gens comme vous qui travaillent sur l'égalité homme-femme, la politique d'égalité homme-femme. Et moi, je voulais faire un recensement de cette littérature. J'ai repéré 500 articles et livres, c'était en anglais, ce recensement. Et c'était pas bien sûr que des Américains ou les anglophones, pas anglo-saxons, ça il faut pas dire ça, anglophones. Et j'avais repéré ça et j'avais vu par ces recherches que les États démocratiques, ils ont un nouveau domaine transversal de la politique, ce que j'ai appelé féministe, pas homme-femme, égalité homme-femme, mais féministe. Et j'avais repéré, je pense, 9 domaines différents dans le livre. Donc, il y a un chapitre sur chaque. Donc, cet aspect transversal,
ça va pas de soi parce qu'il faut que les experts le définissent. Donc moi j'avais vu ça, mais tout le monde, on est d'accord maintenant, on a un domaine transversal, surtout si on veut que les choses vont plus loin. Et puis ça m'a amené dans ce processus, et puis dans l'étude sur la France, j'avais repéré le rôle des appareils gouvernementaux pour les droits des femmes. Et comme le ministère des droits des femmes, comme j'ai déjà parlé au niveau territorial aussi. Et on avait lancé un groupe de recherche international. Et là, je me suis lancée dans l'organisation de groupes de recherche international qui est intéressant, très slow science, mais aussi très riche, très riche. Et nous avons eu le bol de travailler à une époque où il y avait beaucoup de financement public. Et je dis ça parce que là, on a lancé ce deuxième groupe dont je vais parler, et c'est une horizon, c'est un terrain complètement différent au niveau de la politique de financement de recherche. Et j'appelle ça, il y a l'entonnoir de recherche, où tu as de moins en moins de financement public et tout le monde, il y a de plus en plus de demandes parce que nos universités nous disent il faut faire les demandes. Et là, ça fait toute la différence de 20 ans. Franchement, ça fait toute la différence. Donc là, on a fait le Rolls-Royce version, c'était super. Mais le problème, c'est qu'on a regardé l'impact des appareils hommes-femmes, impact des appareils gouvernementaux, mais c'était sur le contenu des politiques. C'était sur les référentiels, on voulait savoir si les référentiels étaient changés grâce aux appareils gouvernementaux, si les femmes sont entrées dans les débats, mais on n'a pas touché la mise en place. On n'a pas touché, est-ce que ces lois, est-ce que ces politiques publiques ont fait une différence? Et une des raisons, parce que c'est très difficile à mesurer d'une façon comparative. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'échec? Qu'est-ce qu'on veut dire par la réussite? Donc moi, je suis retournée à la politique publique, la mise en place de la politique publique en 2017. Enfin, là, en fait, j'ai retourné en 2014 et j'ai fait encore un recensement de toute la littérature féministe comparée et compris français et anglais parce que je parle pas allemand. Et j'ai fait cet article où j'ai vu que la littérature féministe sur la politique publique n'a pas étudié la mise en place et l'impact d'une façon systématique. Ce qui nous a amené un peu à la fondation du GEP. Donc, ce que j'ai repéré dans mes propres recherches, et c'est peut-être un peu simple pour les sociologues dans la salle, mais c'est qu'on n'a pas regardé la mise en place, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces lois, de ces politiques publiques. On a regardé l'adoption, l'avant-adoption, le contenu, et on a regardé un peu la production administrative, ce qu'on appelle outputs. Mais on n'a pas vu ce qu'on appelle la pratique. Et c'est ça ce qui est vachement intéressant ici, c'est que vous parlez de la pratique. Et puis on a parlé aussi, et puis on n'a pas regardé les impacts ou les résultats. Donc moi j'ai dit les 2 I et les 2 O. Donc impact, implementation, output, outcomes. Donc ça c'était un peu de mes recherches, mais je voulais faire ça d'une façon systématique. Et comme j'avais déjà monté un groupe international de travail, et je sais que là tu as les niveaux assez hauts de validité parce que tu as les experts qui ramassent les données. Je savais que ça avait une grande potentiel pour étudier la mise en place ici. Deuxièmement, le contexte du projet GEP, c'était le déroulement du temps. Parce que là, on a 40 ans de
depuis 50, ça dépend, mais 50, on a assez de temps maintenant de regarder, parce que a priori de regarder si ces politiques publiques ont fait une différence, ont fait des effets, il faut regarder ça à travers le temps. Mais pour le JEP, on manquait les outils analytiques. Les outils qui pourraient évaluer les résultats à travers le temps. On avait les outils pour les politiques publiques, mais pas pour les résultats, pas pour les impacts. Avait évalué les changements à travers les secteurs qui touchent l'inégalité femmes-hommes, comprenant l'intersectionnalité. Et encore, il faut avoir les outils très compliqués, comme vous savez bien. Et l'intersectionnalité, il faut voir comment on articule la discrimination et le traitement de la discrimination homme-femme avec le traitement d'autres discriminations. Et pour les impacts, ça joue tout, hein. Est-ce qu'on voit une augmentation des droits des femmes? Si oui, quel groupe de femmes? Est-ce que c'est par la classe ou est-ce qu'il y a... Et même pour les obstacles, si on ne voit pas une amélioration des droits des femmes, d'égalité hommes-femmes, c'est peut-être par d'autres facteurs, par la classe. Donc, il faut intégrer ça. Et aussi, il faut différencier entre les productions administratives et les résultats, comme j'ai déjà dit. Aussi, ils sont susceptibles d'identifier la causalité. C'est-à-dire qu'on peut regarder ça un peu à travers le temps et c'est pas simplement les indices en gros. Et puis sont valides et fiables. Donc ce qui ont on peut assurer que si tu regardes la Suède, que tu mesures la même chose dans les États-Unis, aux États-Unis. Et est-ce que c'est assez compliqué parce que on a aussi montré l'importance des niveaux différents, de regarder les niveaux différents. Ou est-ce qu'on généralise, est-ce qu'on a les indices qui généralisent par l'État national ou est-ce qu'on a des indices pour le niveau local, régional? Or, on a beaucoup des indices. Il y a plein des indices comparatifs internationaux, mais aucun indice répondait à nos besoins de complexité. Et souvent, ces indices sont faits par une autre logique. Souvent pour faire ce qu'on appelle la compétition entre pays, c'est pour répondre aux besoins aux besoins internationaux et nationaux. Et souvent, ces indices ne sont pas contextuels, ils sont pas contextualisés. On peut pas faire une analyse fine des politiques publiques égalité homme-femme si on a des indices agrégés global comme ça. C'est très difficile et c'est très difficile souvent d'avoir ça à travers le temps, ce dont on a besoin. Donc, et c'est pas seulement moi qui les critique, c'est vraiment une époque où on critique ces indices-là. Il y a beaucoup de critiques féministes sur ces indices. Donc, c'est pas original. Et il y a un effort maintenant au sein de l'ONU de créer des indices qui sont plus fiables, plus valides, c'est-à-dire qui montrent ce que on veut mesurer et pas seulement ce que les hommes politiques veulent mesurer. Alors, donc le groupe, voilà. Le groupe approche JEP, le groupe, maintenant notre approche. Et voilà, donc avec tout ça, on s'est décidé de fonder le groupe, établi le groupe en 2013, et puis on a créé une infrastructure, on a trouvé quelques financements pour les groupes de recherche, pour les ateliers, mais très peu. On a souvent utilisé les congrès. Et puis là, on est en train les chercheuses, je pense qu'on a un chercheur parmi 100
je pense qu'un chercheur français, il y a un français, ils sont en train de ramasser les recherches, les données, là, et plusieurs groupes, sous-groupes vont avoir les publications l'année 2018-19, et puis on espère d'avoir quelques résultats en global en 2020. Mais ce sont les gens qui avancent sans c'est pas comme un financement pour tout le groupe. Donc tout le monde doit trouver leur propre financement. Donc ça ralentit les choses. Mais en même temps, c'est bien parce que souvent, combien de temps est-ce que vous êtes pressé par les work packages? Il faut donner, et puis les critères du groupe et tout ça, et ça se fait pas à un rythme qui va avec le rythme de recherche forcément. Donc là, c'est un autre modèle de financement. Alors là, on a créé le groupe, et c'est un groupe collectif. Donc c'est un effort collectif, c'est pas comme on a un cadre analytique et on impose. On a créé le cadre analytique qui est en mouvement avec les recherches. C'est ça ce qui est très important. Il faut avoir un cadre en mouvement avec les recherches, qui parle avec les recherches. Donc il faut avoir les réunions. C'est international et c'est sectoral. Donc là, on a donc vous pouvez voir l'équipe un peu, les coordonnatrices, et on a divisé l'analyse à travers 6 domaines. 6 domaines différents. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, on a 100 chercheuses dans 24 pays. Mais comme vous pouvez voir, on ne couvre pas tous les pays systématiques parce qu'on n'a pas de financement. Mais donc on peut voir, on a le groupe CARE. Je vais vous donner les exemples tout de suite. On a l'emploi, on a violence, ce qu'on appelle citizenship intime, immigration et représentation politique. Et on peut voir que la France est couverte dans tous les domaines, et l'Allemagne. Mais pour le reste, c'est pas systématique. Donc là, déjà, c'est pas parfait. Alors, voilà, pour la France, alors, on peut voir, on peut voir un peu l'équipe française. Et ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les cas décisionnels précis, 2 cas pour chaque pays. Et puis on emploie un cadre en commun. Je vais présenter tout de suite. Et puis les gens font le process tracing dans chaque domaine à travers le modèle que je vous présenterai. Donc vous pouvez voir un peu ce qu'on regarde dans CARE. Voilà, on regarde CARE au niveau de congé parental, mais aussi niveau de CARE des handicapés, comme le service domestique, comme on a parlé. Et on voit que Annie et Clément sont là-dedans, ainsi que Gwenelle. Gwenelle Perrier aussi est dans ce travail. Et puis, on a la citoyenneté intime. Et là, on a une équipe internationale. C'est pas que des Français. Ce sont des spécialistes anglaises sur la France. Je sais pas si vous connaissez, mais je recommande leur travail. C'est très bien. Et voilà, elle travaille sur ces questions-là. Égalité professionnelle, emploi. Vous pouvez voir, en fait, c'est de loi. Et je sais que quelqu'un a fait la loi Copé-Zimmermann aussi, donc il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Et on n'a pas un monopole sur ces choses de tout, donc parce qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire. Les violences, là, on fait au niveau national, mais là, comme j'ai dit, on fait aussi au niveau régional souvent, et c'est là où Gwenelle et Pauline, elles vont étudier la formation des acteurs en violence. Donc ils sont en train de le faire maintenant, et ça c'est très très intéressant au niveau de axe territorial. Et puis on a mariage forcé aussi comme un cas. Et puis il y a immigration. Encore, voilà, on commence, ils sont pas encore commencé la recherche. Et puis la représentation politique, on va faire les sanctions paritaires contre les partis. Et puis on va faire la loi Sauvadet
sur la parité dans la haute fonction publique. Alors, la PROJEP, donc, on s'adresse au problème des indices. Donc, on a les experts dans chaque pays qui font les recherches, qui sont chefs, qui mènent les recherches, qui prennent les décisions. C'est pas quelqu'un de l'extérieur du pays, mais en même temps, c'est en équilibre avec un cadre analytique commun et systématique. C'est ça qu'on essaie de faire, cet équilibre. Alors, les étapes de recherche, comme j'ai déjà dit, c'est en voie de développement par le haut et le bas. Donc là, il y a une sélection des 2 cas par l'équipe dans chaque domaine, dans chaque pays. Vous avez vu les exemples. Il y a une analyse de process tracing de chaque cas avec le cadre analytique en termes des 2 I et 2 O, avec une grille de travail. Et je vais vous présenter ça parce que je pense que c'est intéressant comment ça marche. Et puis, on va discuter les résultats au sein des groupes. Et ça, c'est très important. Et puis, on va voir si les mesures qu'on propose sont logiques ou non, ou est-ce qu'il faut les revoir. Et puis, on va publier les choses. Et puis, à la fin, on va publier les choses au niveau par domaine, mais aussi par secteur. Et puis, à la fin, on veut faire une analyse transversale et internationale de toutes les données. Mais ce sont les données qui vont prendre, chaque étude, ça va prendre 3 mois de recherche, 3 mois, donc, et on va avoir peut-être une centaine d'observations à la fin, mais on va travailler l'analyse quantitative et comparative à la fin à partir de ces données. Alors, le cadre analytique, j'ai beaucoup parlé. J'ai commencé à quelle heure? 35? Oh, il faut que je boucle. Ok, bon, je vais boucler. Alors, je peux prendre encore 5? Oui. Oui, ça va, ok. Ok, alors le cadre analytique, comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment pour avoir un cadre commun. Et là, ça c'est notre modèle. Donc, vous voyez qu'au milieu, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre. Et ça c'est, il faut regarder les instruments, les outils, mais aussi, est-ce que ces outils étaient utilisés? Comment est-ce qu'ils ont utilisé ces outils? Beaucoup de vous avez parlé de ça. Donc, ouvrir la boîte noire, et puis, quels sont les résultats? Et les résultats, c'est en termes, c'est en termes de transformation des rôles du genre, et en indirect et direct. Et là, on fait ça à travers le temps. Donc, mais on ne donne pas le temps précis pour tout le monde. C'est à chacun de décider, et je peux vous envoyer tout ça, hein, pas de problème. Je peux partager ça avec tout le groupe. J'ai une explication avec le grille de travail aussi. Donc, ça appartient à chaque chercheur de décider. Alors, comment est-ce qu'on juge la réussite? On juge la réussite dans 2 termes. Un terme, c'est en ce qui concerne l'empowerment des acteurs. Donc, on regarde si les acteurs avaient donné une place à la table au niveau descriptif. Mais dans la mise en œuvre, qui est-ce qui est venu parler de l'usage, parler de la mise en place? Qui étaient les acteurs? Qui étaient les impliqués? Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui parlaient pour les hommes, les femmes, ou même les groupes ethniques qui sont venus dans la pratique? Et aussi, quel était le contenu de cette pratique? Est-ce qu'ils ont promouvoir les droits des femmes? On parle par exemple en violence que un grand problème de mise en place des politiques contre les violences, c'est que les acteurs établis, le judiciaire, la police, ils voient que les violences dans la sphère privée n'ont pas de droit, n'ont pas de légitimité. Et ils voient que et les violences faites contre les femmes dans la sphère privée, c'est vu différemment que dans la sphère publique. Donc, il faut changer les mentalités de ces acteurs pour que ça avance, mais aussi il faut avoir un dialogue. Il faut dire, il y a un problème avec les acteurs.
il y a un problème. Dans les conseils administratifs, quand tu as les quotas dans les conseils administratifs, c'est pareil, c'est pas seulement compter les nombres de femmes, mais c'est changer les cultures. Transformation de genre, c'est à quel point est-ce que ces lois, ces politiques publiques peut-être par la mise en place, peut-être pas par la mise en place. Est-ce que ça a changé les relations du genre, les référentiels des acteurs et aussi l'égalité homme-femme dans ce domaine, mais aussi les attitudes d'égalité homme-femme. Et puis, la plus grande question, est-ce que s'il y a eu ces changements dans les attitudes, dans la société, dans les acteurs, est-ce que c'était à cause de la mise en place, la causalité? Parce que c'est pas toujours à cause de ça. Donc, on a un cadre, une grille de travail qu'on donne à chaque équipe pour chaque cas, et il faut faire adoption avant. Et puis, il faut raconter l'histoire des outils, quels sont les budgets, programmes, quelles sont les pratiques. Et puis, on regarde dans cette pratique, est-ce qu'il y avait un empowerment descriptif et substantif des femmes, des acteurs. Évaluation de la réussite dans les résultats, les gens font ça. Au niveau de résultats directs, est-ce que ça a répondu au problème? Est-ce qu'il y a un changement dans les référentiels de genre des acteurs? Et est-ce qu'il y a un changement des attitudes publiques à l'égard de relations du genre dans ce domaine? Et puis, on parle des experts, de parler de la causalité. Et on voit toujours que il faut mettre l'intersectionnalité sur l'agenda analytique, c'est-à-dire il faut regarder qui étaient ces personnes qui sont venues, quelles étaient les idées et c'était pour quel groupe, s'il y avait une expression de cette manière-là. On a parlé pendant le déjeuner qu'en France, on parle moins au niveau de discours politique des groupes. Donc peut-être on va pas voir ça en France, mais on va voir ça dans d'autres pays. Mais quand même, on peut voir la participation descriptive des gens. Alors, donc conclusion, c'est le slow science, ça prend du temps. Ça se voit qu'on est dans les premières étapes, on est toujours en train de ramasser les données. On a essayé de développer un cadre théorique. Beaucoup de développement, ça va venir des mesures qui sont présentées par les experts. Donc, il faut avoir une discussion là-dessus parce que c'est pas du tout un top-down façon d'imposer des choses, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et on a des problèmes de manque de financement, c'est-à-dire on peut pas couvrir tous les pays, on peut pas couvrir tous les domaines. Donc, il faut voir ce qu'on a à la fin pour voir quelle sorte de généralisation, si on peut faire les générations. Mais au moins, je pense qu'on va avoir une méthode, des mesures et des résultats qui sont plus susceptibles à cet aspect complexe, transversal et interdisciplinaire qui a l'inégalité homme-femme que ce groupe essaie de saisir aussi. Donc, merci beaucoup et j'attends vos commentaires et questions. Et désolée d'avoir débordé un peu.